commencé à se développer à partir du XVIIe siècle, elle s'est fondée d'abord sur un premier principe, c'est-à-dire d'écarter tout jugement de valeur, c'est-à-dire pour être autonome dans des régimes qui étaient à l'époque des régimes politiques dominateurs ou théocratiques, la science pour être autonome, écarter tout jugement moral comme tout jugement politique. Et c'est ça qui lui a permis de se développer. Mais à partir du XXe siècle, ces développements ont été tellement puissants que s'est posé le problème moral et politique, à commencer avec l'utilisation de l'énergie nucléaire pour faire la bombe atomique. Et vous savez que les savants atomiques ont commencé à réfléchir en disant « et voilà ». Alors on s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas une morale intrinsèque à la science, il faut se référer à la morale courante, que ce soit la morale humaniste ou la morale religieuse pour les autres. Et vous avez donc ce problème, et qu'il ne suffit pas d'avoir une morale, mais il suffit d'avoir une politique au service de la morale, ce qui est très difficile, parce qu'en général, les politiques utilisent l'énergie nucléaire beaucoup plus pour faire des bombes, évidemment pour faire aussi des centrales nucléaires. Donc vous avez ce premier problème. Le deuxième problème, c'est que la science a pu se développer grâce à la spécialisation, mais que la spécialisation a tendance à devenir de l'hyperspécialisation. Bien entendu, toutes les grandes découvertes sont faites non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de la spécialisation. Darwin était un amateur éclairé et pas du tout un universitaire. Newton, il a pu faire sa trouvaille pendant qu'il y avait la peste à Oxford et qu'il avait ses loisirs et qu'il a eu une pomme tombée. Et en général, par exemple, le code génétique, il a été découvert par des gens faisant de la microphysique plutôt que par des biologistes. Autrement dit, la spécialisation tente à stériliser, mais quand même, il y a la crédibilité. Einstein n'était pas un spécialiste, c'est un ingénieur, mais qui est devenu un grand physicien. Donc, si vous voulez, la science risque toujours d'être victime d'un excès de spécialisation et aussi d'une marche sans conscience. D'ailleurs, c'est Eusère qui avait dit dans une grande conférence sur la crise de la science européenne en 1930, disant que ce qui manque à la science, aux scientifiques, c'est la conscience de ce qu'ils font eux-mêmes. Ils sont très bons pour connaître les objets, ils sont zéro pour connaître le sujet. Alors, là, il y a un problème, mais la science est en train de se transformer en se complexifiant. On a dû abandonner, disons, le dogme de déterminisme universel, on a dû l'abandonner en microphysique, on a dû l'abandonner même dans la physique avec la physique du chaos, on a dû l'abandonner en astrophysique. Bien entendu, il y a toujours des déterminations, mais il n'y a pas que ça, il y a, comme je vous le disais, de l'aléatoire, donc on ne sait pas bien. La science est en train de se complexifier. La science écologique est elle-même une science où l'écologue doit réunir les compétences de plusieurs disciplines tout à fait séparées. Donc la science, à mon avis, elle est actuellement très ambivalente, parce que comme elle n'est pas guidée par la morale, elle n'est pas guidée par une conscience claire de ce qu'elle va, elle porte en elle des dangers, comme elle porte en elle des promesses. Donc le vrai problème, c'est est-ce qu'on va vers une révolution scientifique qui viendra à temps? Je ne peux pas le dire. Et aussi, vous voulez, il faut considérer les sciences dans leur ambivalence, non pas comme quelque chose d'artificiel, ou non pas comme la vérité absolue, mais quelque chose aussi qui porte du négatif et du positif.